Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des GG, aujourd'hui spécialement consacré au spec PS5 versus Xbox Series X. Qui gagne? Eh ben c'est ce que nous verrons tout de suite avec nos participants. Alors on va commencer par toi Julien, salut. La Salut. forme? Écoute, moyennement. Moyennement sous coronavirus, là, les tests Un sont en peu. cours, on a le Les résultat la tests. semaine prochaine. euh, Voilà. Ah ouais, bah ça fait 48 heures que je les attends, donc t'es pas loin. Le suspense est à son comble. Là. Euh, eh ben Stéphane, on va embrayer avec Stéphane, la Oui, oui. forme? Ben oui, moi pour Bon, l'instant, le ça, confinement se passe bien? jusqu'ici tout va bien, on va dire. Le confinement se passe bien, à part mon chat Ok. qui marche sur le clavier régulièrement, mais sinon ça va. Nickel. Et donc on passe à Damien. Damien, la forme? Dans le Ouais, noir? carrément. Bonjour à tous. Dans le noir, oui, je suis un peu dans la pénombre, mais parce qu'on tourne le soir, hein, donc voilà, Forcément. il fait un petit peu sombre par chez moi. Yes. Alors on va passer au déroulé de l'émission. On va commencer par faire le point sur les fameuses specs qui ont été annoncées donc par Sony hier, hein, si je ne me trompe pas. Donc au moment où vous regarderez l'émission, il y aura quelques jours de décalage forcément. Au moment où vous écouterez l'émission, je veux dire, puisque c'est uniquement en audio. Ensuite, deuxième chapitre, on verra quelles sont les conséquences de ces specs, conséquences positives ou négatives aussi quand même, faut bien le dire. Ensuite, on verra si ces specs sont déterminantes pour la vente des machines. Est-ce que c'est vraiment la plus puissante qui prendra nécessairement l'ascendant sur l'autre? Eh bien, la réponse dans ce chapitre. Puis on verra un peu ce qui entoure les specs. Donc ce ne sera pas les specs, mais ce sera les autres points qui ont été annoncés, style rétrocompatibilité, etc., etc. Puis nous passerons à la conclusion. Eh bien, c'est parti, on va commencer par les specs. Toi, Stéphane, tu les as bien potassés, puisque tu as écrit un article justement sur le sujet, pas plus tard qu'aujourd'hui. Oui. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de la première, on va dire la première spec pour toi à souligner? Est-ce qu'elle concerne la puissance? Oui, logiquement, c'est le premier truc qui est à souligner, tu penses? Là, on pourrait dire sur le papier en tout cas que Microsoft a légèrement l'avantage puisque la Xbox Series X a une puissance de 12 teraflops. La PS5 a seulement entre guillemets 10,28 teraflops. Alors évidemment c'est pas, enfin ça reste des chiffres, donc c'est sur le papier, ça n'a jamais été vraiment déterminant, mais en tout cas, au moins en théorie, on a un léger avantage pour Microsoft sur le CPU. Voilà. Alors pour Et ceux ce qui qui est connaissent pas intéressant, trop les flops, teraflops, on va peut-être oui. expliquer ce que c'est. Ouais, on peut les définir un petit peu pour ceux qui connaissent pas. C'est le nombre D'opérations en virgule d'opérations flottante. en virgule flottante par seconde. Voilà. Ce qui reste assez abstrait, mais En en tout gros, cas, ce sont des opérations qui prennent beaucoup de temps de calcul. voilà, Et donc, du exact. coup, quand on met ça en avant, on montre un peu la puissance d'une machine. Voilà, tout simplement. Ce qui est assez intéressant, c'est surtout pour le côté un petit peu troll de la chose, c'est que la PlayStation 5 aurait donc une puissance légèrement inférieure au matériel utilisé pour Google Stadia, qui est un petit peu au-dessus, je crois. Oui. On confirme de bien. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est de comparer par rapport à la génération précédente et de chaque génération précédente, et notamment Là, on les éclate quand même, hein. Ah bah là on les éclate. Alors après, j'ai pas le chiffre souligné pour la PS4 Pro. La PS4 standard était à 1,84 teraflops. 1,84 teraflops, ouais, contre Voilà. donc 10,28 Voilà, pour la voilà, PS5. okay. Alors Voilà, je sais pas j'ai pas le chiffre de la PS4 Pro, mais c'était certainement au-dessus. La Xbox One X, qui est la console la plus puissante actuellement disponible sur le marché, était à 6 teraflops. Donc la Xbox Series X est 2 fois plus puissante que la One X. Côté RAM, on a la même chose, on a 16 Go de GDDR6 dans les deux cas. Voilà, en gros, les specs sont assez similaires dans les deux cas. Il y a peut-être selon les specs, il y en a un qui est un petit peu au-dessus, un qui est un petit peu en dessous. Mais en tout cas, ce qu'on constate généralement, c'est qu'on a une fois de plus ou moins la même approche dans les deux cas. Et c'est aussi le cas sur l'autre partie qui est vraiment mise en avant par les deux constructeurs, c'est le stockage. Donc là, on passe
on passe à un SSD dans les deux cas, un SSD NVMe dans les deux cas. Alors que sachant qu'on avait encore des disques durs hein, sur les deux consoles. Je me demande si la Xbox One X avait pas un truc hybride, mais je suis même pas sûr. Je pense que c'était du mécanique. Je crois que c'était toujours du mécanique. En tout cas, on a un SSD de 1 Tera sur Xbox One, sur Xbox Series X. Je vais pas y arriver avec le nom de cette console. D'un côté, et la PS5 qui est quand même beaucoup plus simple à retenir. De l'autre, on a 800. Alors, on a que 825 gigas sur la. Ça, c'est intéressant. On a que 825 gigas de stockage disponible pour la. Attends, parce que Ouais. ça, moi, si les choses sont bien faites, je soupçonne que 825 ce soit OS non L'espace inclus. restant. Oui, Oui. c'est Voilà. possible. Ouais. Et 1 Tera chez le concurrent, je suis pas sûr que ce soit pas entier. Donc, si C'est ça vrai, se Ouais. c'est trouve, vrai. C'est possible. C'est fort possible. Pour moi, voilà, les 825, c'est l'espace vraiment utilisable. En tout cas, c'est ce que ça suggérerait une fois que l'OS est installé. Donc, en gros, les deux auraient donc du SSD à 1 Tera, parce que c'est vrai qu'en général, c'est ça. Maintenant, vous avez des trucs à 1 Tera, 2 Tera. Je ne connais pas de SSD vendu à 825 gigaoctets, mais bon, sait-on jamais. Hein. ouais. Et alors, bien sûr, la question qui se pose, c'est est-ce que 1 Tera c'est suffisant déjà? Parce que moi, je sais que les jeux ont tendance à s'étendre et ça va pas s'arrêter avec cette génération. Et dans ce cas-là, quid de l'extension? La capacité est la même que ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Excuse-moi. Oui, exactement. Ouais, Sur une One X, on a 1 Tera. Et même sur un modèle d'1 Tera de la One S. Sur la One S, t'as Ouais. un modèle 1 Tera, la PS. Et sachant que sur One X, on a déjà le problème qui se présente, puisque les jeux sur One X sont automatiquement téléchargés avec les assets 4K, du coup ils prennent plus de place que sur la One S. Et c'est déjà le bordel. Donc on peut imaginer que ça va pas s'arranger avec ça. Et justement, du coup, Alors, on y vient. comment on peut étendre ce stockage? Et c'est assez marrant de voir les approches qui sont utilisées par les deux. Sur Xbox Series X, on a une carte d'extension qui est un SSD, mais sous la forme d'une carte mémoire. C'est un peu le retour du disque externe propriétaire ou semi-interne propriétaire qu'on avait sur la Xbox 360 hein, au début. Hein, c'est un peu Carrément. cette idée-là. Et qui donc est en fait un SSD sous la forme d'une carte mémoire, mais qui a vraiment les mêmes, je crois corrigez-moi si je me trompe, mais qui a exactement le même spec que le SSD interne par contre. Ouais, tout à fait. Ça c'est intéressant. Et qui donc est en PCI, qui est en PCI Express 4.0. Donc, oui, il me semble bien. Ouais. Et par contre, sur la PS5, Sony laisse la possibilité d'ajouter un SSD dans un slot NVMe. Alors, théoriquement, c'est du standard. En pratique, Julien, je crois que c'est pas tout à fait. Non, ouais. Sony a l'air de sous-entendre. Alors déjà, ils disent oui, il faudra prendre des certifiés. Donc je pense qu'il y aura, voilà, que ce sera annoncé. Et en plus, dans un premier temps, enfin, ce sera hyper limité. Après, ils vont un peu ouvrir, mais ça a l'air un peu plus compliqué que j'en achète un sur eBay, je le branche, enfin sur Amazon, je le branche et ça marche. Donc bon, à étudier. Et c'est surtout j'ai peur des prix, parce que s'il faut être certifié Sony pour que ça marche, les constructeurs vont un peu se régaler. Et dans les deux j'ai cas, moins peur. J'ai moins peur du prix avec un SSD NVMe trouvable, on va dire, un peu plus facilement dans le commerce que d'une carte mémoire estampillée. Oui, parce que là, par contre, il n'y aura pas d'alternative sur Xbox, il n'y aura pas d'alternative. Alors si, il y a une alternative, justement, je viens, c'est le stockage externe. Donc là, ça bouge pas par rapport à ce qu'on avait sur les générations précédentes, c'est-à-dire qu'on peut toujours mettre un disque dur externe. Alors par contre, la petite déception que j'ai eue depuis, enfin, on le savait déjà parce que ces specs-là sur la Xbox Series X c'était déjà connu, c'est qu'on a un port USB 3.2. Donc le même que sur la génération actuelle, ce qui permet pas a priori d'avoir du stockage très rapide. On n'a pas par exemple de l'USB du Thunderbolt 3 par exemple qui aurait pu justement permettre de mettre un SSD externe
et avec un débit plus conséquent. Là, on reste sur la spec 3.2, PS 3.2, ça envoie donc quand même vachement. ça envoie quand même. Je crois que c'est 10 gigas, si je dis pas de bêtises. Alors, je sais pas exactement, parce qu'en fait, il y a deux specs 3.2. Il y en a une à 10 et une à 20. Donc, je sais pas si on est en Gen 1 ou Gen 2. Enfin, mais en tout cas, on reste en USB 3. On reste en USB 3 et on n'est pas en Thunderbolt, par exemple, ce qui aurait pu être un autre moyen, justement, d'avoir vraiment un super gros débit sur l'externe. L'un dans l'autre, s'il y a de brancher un disque dur externe mécanique sur la console, donc d'installer ces jeux dessus, c'est quasiment annuler tout l'intérêt, enfin une bonne partie de l'intérêt d'avoir un SSD pour justement mais la question c'est on aurait pu avoir un SSD, on aurait pu avoir de meilleurs débits sur un SSD externe, par exemple. Ouais, tu peux très bien mettre un SSD externe dans P3, à mon avis, c'est déjà pas mal, quoi. Ça sera pas aussi bon. Je n'ai pas dit le contraire. Mais c'est vrai que la plupart des gens vont l'utiliser pour avoir plus de stockage. On va pouvoir le faire, ça. Ça, ils n'en ont pas parlé pour l'instant. Non, mais moi, il y a juste un point. Si j'ai bien compris, ce stockage externe, on ne pourra pas mettre ce qu'on veut dessus. C'est-à-dire que ça ne marche que pour les trucs d'ancienne génération. Je crois que les trucs next-gen ne peuvent pas être installés sur le exactement. Exact. Donc, je pense que on va voir. Dans l'autre, ça sera surtout, par exemple, pour les jeux Xbox One ou pour les jeux 360 et Xbox original rétrocompatible. Ça, ils l'ont dit officiellement? Ben, pour moi, oui. Oui, je crois, mais effectivement. Je sais pas, ça m'étonne quand même. Enfin bon, à voir. Et la bonne nouvelle, c'est que pour finir sur les specs, c'est que Sony s'est rappelé qu'ils avaient inventé le Blu-ray UHD. Et donc on a visiblement, selon les specs, un lecteur Blu-ray UHD sur la PS5, alors qu'on n'avait toujours pas sur la PS4 Pro. Oui, alors que pour rappel, tu l'avais sur Xbox One S, quoi. Sur Xbox One S, en X. Oui. Alors que tu ne l'avais pas sur PS4, ce qui est quand même un peu paradoxal. Sur la version SAD. Voilà. Ok, donc pas mal de questions qui restent encore en suspens. Est-ce qu'on va pouvoir quand même mettre un drive en USB ou est-ce qu'ils vont verrouiller le truc pour vendre un maximum de cartes proprio ou quoi? On ne sait pas. Ça reste le gros point d'interrogation. Moi, ce que je disais aussi, c'est que le truc qu'on ne sait pas, c'est si c'est vraiment la Xbox One X qui est la concurrente de la PS5. Ouais. Ou est-ce que la Xbox... pardon, pas la Xbox One X, je veux dire la Xbox Series. Pardon, ouais. Est-ce que c'est vraiment elle la concurrente de la PS5? On ne sait pas vraiment en fait quoi. Sachant qu'il y a on sait que Microsoft travaille sur une autre console qui serait plus proche de la puissance de la Xbox One X pour la peine. Qui serait peut-être entre les deux. Je pense que c'est la série S de teraflop. Et pareil, est-ce que Sony n'aura pas une PS5 Pro qui sera encore au-dessus de 12 teraflops? Tout à fait. Ouais, pas mal de questions en suspens. Ça m'étonnerait quand même, les amis, qu'ils sortent tout de suite. Je pense pas. Sony sera sur sa PS5. Il n'y a pas de raison de segmenter la gamme tout de suite. Et Xbox a un peu plus annoncé effectivement qu'il y aurait plusieurs Xbox dans cette série X. Mais pour autant, oui, c'est la rivale. Pour moi, c'est assez clair. C'est la rivale de la PS5. Les specs sont tellement proches que oui, c'est la rivale directe de la PS5. Je pense pas non plus qu'ils vont sortir même Microsoft, je les vois pas sortir les deux simultanément. Puisqu'ils sont toujours en plus sur leur stratégie pour l'instant de proposer des jeux compatibles sur les deux consoles, sur les deux générations. Donc je pense qu'ils vont plutôt continuer à écouler pour l'instant les One S et les One X. Tout à fait. Et sortir une série S. La S digitale. Et la S digitale. La SAD. Ouais, écoute, déjà qu'ils arrivent à les sortir, parce que vu le contexte actuel, c'est pas gagné. Après... Bon, on peut passer aux conséquences des specs. On referme le premier chapitre. Allez, c'est parti. Alors, conséquences des specs. Déjà, on l'a un petit peu dit en intro, mais je pense que par rapport à la génération actuelle, là, il va y avoir un tout petit gap, quoi, on va dire. Ça va éclater, mais vraiment éclater ce qu'on a aujourd'hui. Donc ça va être clairement la première conséquence.
Ça va faire aussi des jeux très probablement plus lourds, puisque Oui. ça c'était un petit aperçu qu'ont pu avoir les europossesseurs d'Xbox One X, c'est que à version égale du jeu, enfin à jeu égal, la version Xbox One X était quand même d'un volume nettement plus important, Ah bah oui, puisque t'as les la textures 4K, HD, hein. forcément ça a un coût en termes C'est de même pas le stockage. HD, on parlait du HD de 4K, vraiment, de vrai 4K. Et donc Oui, parce que forcément, par sachant que rapport à l'HD ou le Full HD, Ouais. sur la One X, c'était de la 4K native, c'était même Exactement. pas du checkerboard comme si on avait ce qu'on avait sur PS4 Pro. Donc, c'est ça. Donc là, ça fait Voilà. effectivement une grosse différence. Après, tu parlais du graphisme. Effectivement, on s'attend à des choses beaucoup plus détaillées, mais ça va être aussi au niveau de la fluidité. Moi, c'est une des choses sur lesquelles j'attends pas mal la nouvelle génération. C'est sur la fluidité. On a notamment Microsoft qui dit, bon, le 60 images par seconde, c'est le prérequis minimal. Nous, on essayait de taper le 100 ou le 120 images par seconde avec la série X, notamment là sur Gear 5. Alors encore une fois, Gear 5, c'est un jeu de l'ancienne génération, donc c'est un peu plus facile. Mais ouais, moi déjà, s'il y a un 60 images par seconde en 4K constant, je signe. Si on est à plus, bon, c'est encore mieux si on a quand même déjà l'œil suffisamment éduqué pour pouvoir voir la différence et un téléviseur voilà, qui soit compatible. Hein. C'est comme le HDR. Si vous n'avez pas aujourd'hui de télé 4K et HDR, la nouvelle génération va pas être hyper. Enfin, son apport va pas être limpide, quoi. Parce qu'il faut se rappeler qu'actuellement on a de la 4K de la vraie 4K sur Xbox One X Oui. et de la presque 4K sur PS4 Pro, mais mieux en 30 images par seconde. On a des fois sur les deux consoles, on a des modes performance, mais qui sont en Full HD. Par contre, en Full HD, tu as du 60 FPS quoi, sur ces machines. Souvent. C'est même pas le cas tout le temps. C'est même pas le cas tout le temps. Mais c'est justement pour ça que si déjà, c'est ce que je disais, si on avait déjà du 60 images par seconde pour tous les jeux, sans avoir de sacrifice au niveau de la résol, de la résolution, déjà ça serait une bonne avancée. Et derrière, après, ce qu'on attend aussi, pour répondre un peu à ta question Polo, c'est des temps de chargement beaucoup plus courts, parce qu'effectivement le SSD, on connaît ça depuis un petit moment sur PC, on connaît sa vertu principale, c'est justement un temps d'accès plus rapide aux informations et donc des chargements beaucoup plus courts. Alors bon, Sony va jusqu'à promettre que ça se lancera, que les jeux se lanceront en 1 seconde. Bon, moi je demande à voir, hein, c'est un beau rêve, hein, mais alors déjà, on peut faire le parallèle avec une donnée que Microsoft nous a donnée, pour le coup. Une donnée qu'on nous a donnée, c'est pas très beau, mais c'est pas clair. grave. Oui. Stéphane, toi, tu avais vu circuler donc la vidéo de Microsoft qui propose une démo clairement des temps de chargement. Donc ça donne. C'est bon, ça donne. Alors après, je sais plus exactement, j'ai pas les temps de chargement exacts en tête, mais effectivement, c'est beaucoup plus court. Après, comme c'est des temps de chargement, la promesse de Sony de dire Sony a fait une vidéo de miser sur l'idée qu'il y ait carrément plus de temps de chargement. Je pense qu'on va s'en approcher, mais pas. C'est toujours un petit peu, c'est un peu le Graal de cette génération. Voilà, c'est ça, c'est de réduire au minimum les temps de chargement. Maintenant, je pense que effectivement, le SSD va permettre de les réduire beaucoup, mais je veux dire, ça existe déjà sur PC. Ils sont réduits effectivement, mais ils sont toujours là. Donc, en fait, pour moi, la question, en fait, t'as la technique, mais t'as aussi le dev, hein, évidemment. Et la question, c'est est-ce que un des deux constructeurs ou les deux vont pas contraindre les développeurs à utiliser un certain mécanisme de développement pour le chargement des jeux qui fasse disparaître les temps de chargement, comme on peut le voir dans Uncharted 4, par exemple. Il y a plein de jeux dans lesquels il n'y a pas de temps de chargement, ou quasiment pas. Il n'y a pas. Si, il y a un gros temps de chargement au début. C'est ça. Les God of War, Uncharted 4, Uncharted même tout court, Tomb Raider, sont des jeux qui ont un gros temps de chargement au début. Et effectivement, après, c'est un chargement qui est diffus en permanence, notamment dans les moments un peu calmes de cinématique. Où toutes les phases, vous savez, où vous rentrez dans un endroit un petit peu clos et vous avez la caméra qui passe à l'arrière de votre personnage et le temps qu'il traverse cette zone-là, là, il y a des chargements masqués. Donc, on va dire que masquer des temps de chargement aujourd'hui, enfin même depuis la PS3, on sait le faire, voire même peut-être depuis la PS2, parce qu'il me semble que sur les God of War PS2, déjà, les temps de chargement étaient vraiment hyper bien gérés. C'est l'exemple que prend beaucoup, souvent d'ailleurs, Sony sur les temps de chargement, c'est dans
dans Spider-Man, les temps de chargement Oui. ont été masqués par une technique que je trouve particulièrement originale, qui est de montrer Spider-Man qui prend le métro. Oui. Et c'est avec des trajets qui peuvent être plus ou moins longs. Et l'idée qui avait été rappelée par Mark Cerny, c'est de dire que ces voyages vont être réduits à une seconde. Ouais, c'est ça, c'est même moins d'une seconde, je Moins crois. d'une seconde, ouais. Sur PS5, alors que c'était à peu près de 8 secondes, 8-10 secondes sur PS4 Pro. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez notable, hein. Par contre, pour revenir à ce que disait Polo tout à l'heure, effectivement, c'est un vrai boulot de développement derrière. Et donc, c'est un boulot que vont faire évidemment les studios first party, les studios qui sont affiliés à tel ou tel constructeur, donc à Sony ou à Microsoft, parce que ils ont tout intérêt à capitaliser sur le potentiel de la machine et à faire vendre de la machine indirectement. Par contre, je ne suis pas certain que des développeurs tiers comme Ubisoft, Activision, etc., qui ont vocation de sortir leur jeu sur tout, ils vont pas forcément prendre parti de la construction de l'architecture de chaque machine pour dire alors là avec la PS5 on va se débrouiller pour avoir des temps de chargement d'une seconde. Je pense que ils vont faire des versions PC parce qu'ils vont développer sur PC à la base et puis ils vont faire des portages et voilà, les temps de chargement ils seront à mon avis beaucoup plus courts, voire quasi imperceptibles. Imaginons, hein, on va faire confiance à Sony sur les jeux first party, donc les Uncharted, God of War et Spider-Man, que sur les autres jeux. Après, si tout le monde arrive à un consensus et que c'est suffisamment facile à programmer, pas de souci, c'est génial, hein. Mais je demande à voir. Comme Stéphane, comme on disait, voilà, on a déjà les SSD depuis un petit moment sur PC, ça n'a pas fait disparaître les temps de chargement pour autant. Voilà. Après, juste un point, c'est quand on parle de temps de chargement, on parle pas effectivement de ces temps de chargement qu'on peut cacher, on parle de vrais temps de chargement. C'est-à-dire que lui, il parle des temps de chargement typiquement quand tu fais de la téléportation, sur une map, pour aller d'un point à un autre. Donc là, des trucs effectivement où, je sais pas, quand t'es mort dans Bloodborne et que tu vas renaître et que tu poireautes devant ton écran de loading, quoi. Donc c'est vraiment là, effectivement, qu'on veut les voir réduits, mais je suis comme vous, je suis assez sceptique sur le fait de les virer, parce qu'effectivement le SSD les vire pas complètement sur PC. Et deuxième, moi le deuxième point en plus que je trouve assez fou, parce que on peut se dire oui on va charger en partie dans la RAM, mais ce que propose Microsoft, c'est que donc aujourd'hui sur ta PS4, sur Xbox ça marche pas toujours bien, mais tu quittes ton jeu, tu reviens, t'es au même endroit. Et là, dans l'exemple qu'ils ont montré sur la One X, tu peux faire ça avec 5 jeux. Oui, c'est ça. Donc ta RAM là, je pense que tu la bouffes quand même méchant. Si derrière tu la prends aussi pour, là, il arrive un moment, on a beau mettre beaucoup de chiffres, de teraflops et tout ce que tu veux, avec je crois un délai de 6 secondes entre chaque jeu, je crois. Passer de l'un à l'autre. Alors ça veut dire que tu joues que à des, ils ont fait ça avec des jeux arcade, des des machines. C'est pas possible. On en a parlé, hein, le même jeu, enfin le même niveau même d'un même jeu, que ce soit en version HD actuellement ou 4K plus tard, le niveau il n'a pas le même volume à charger, quoi. Du coup, c'est clair. C'est clair que ça... En fait, en parlant comme ça, je me fais un fantasme. Je me dis, il y aura certainement, comme tu dis, Dame, les jeux qui auront cette fonctionnalité et ceux qui l'auront pas, en fait, le chargement zéro. Et je vois déjà le petit logo à l'arrière de la jaquette, tu sais, un peu comme une caractéristique jeu multijoueur, jouable à 4, machin, tu vois. Pour différencier les jeux. Je vois bien ce genre de chargement. Voilà, jeu sans chargement. Encore une fois, on a le droit d'être sceptique. Et on a toutes les raisons de l'être, mais par contre on est d'accord que si demain tous les jeux qu'on aurait sur PS5 sont sans temps de chargement, c'est waouh génial quoi. Enfin franchement, le temps de chargement c'est un des trucs les plus relous dans les jeux vidéo depuis l'ère du CD, parce que c'est vrai qu'avant la cartouche on connaissait pas ça. Les jeux qui étaient utilisés pour la démo de Switch c'était Forza Motorsport 7, State of Decay 2, Hellblade, qui est quand même pas un gros jeu, et The Cave, qui est un jeu 360. Donc, voilà. Oui, voilà. C'est pas exactement, c'est pas The Witcher 3 et d'autres jeux énormes. Horizon, c'est costaud. Donc, Steph, toi, sur la vidéo de Microsoft, tu avais vu à peu près un truc genre 15-16 secondes, quoi, lors du chargement sur la Xbox Series X, c'est ça ? Je crois. Voilà. Mais après, effectivement, quand on parle des temps de chargement qui sont réduits au minimum, faut se rappeler d'où on vient sur console. Si tu joues à
à The Witcher 3 par exemple, pour prendre un exemple sur une Xbox One, t'as pratiquement une minute à 2 minutes de chargement à chaque fois que tu meurs ou quand tu te téléportes. Alors que sur un LCD, sur un PC, on va être autour de 10-20 secondes. Enfin, j'ai pas chronométré, mais ça m'a complètement découragé pour la peine de jouer par exemple à The Witcher 3 sur Xbox parce que les temps de chargement étaient tellement longs à chaque fois que. Donc je pense que effectivement, dans l'absolu, le gap pour les gens qui jouent pas sur PC paraîtra effectivement presque comme si les temps de chargement avaient disparu en fait. Ouais. Non, mais après, ça se trouve qu'ils nous ont pas dit, les deux constructeurs, c'est qu'ils étaient repassés à la cartouche, hein, comme Nintendo. Ouais, en fait, c'est ça, quoi. En fait, le truc qu'on met derrière, c'est le temps de chargement sur la cartouche. Hein. Vous prenez Switch, vous jouez à Dragon Ball Fighters, vous jouez à The Witcher 3 sur Switch, vous avez le temps de chargement, les amis. Ouais, c'est vrai. Ah bah, dans Zelda aussi. Même dans Zelda. J'ai OCD à un moment, tu vois. Oui. En tout cas, ça sera quand même un cheval de bataille. Il y a plusieurs chevaux de bataille sur cette génération. Alors, évidemment, le 4K à au moins 60 FPS, si ce n'est plus. Il y a l'ASSD, donc, le SSD, donc le temps de chargement. Voilà, ils ont mis pas mal de com là-dessus. Il y a un petit truc qu'on n'a pas évoqué, c'est le ray tracing. Alors, ce qui est assez amusant parce que c'est le cheval de bataille d'NVIDIA et les deux matos fonctionnent sous du matos AMD, donc le concurrent, qui pour le coup n'a pas forcément développé le ray tracing. Donc, je pense que le ray tracing sur Switch, même Switch Pro, on risque pas d'en avoir avant. C'est clair. Après, explique un peu rapidement le ray tracing, Damien, pour ceux qui ne connaissent pas. Une technique pour sublimer la gestion de la lumière, désombrer les lumières, pour avoir quelque chose de beaucoup plus réaliste, une lumière pénétrante dans tous les éléments d'une scène qui vont faire que vous allez avoir de la réflexion dans tous les sens, quelque chose de vraiment beaucoup plus réaliste. Et donc certains vont dire que ça a terni un petit peu les zones parce qu'en fait vu que la lumière est beaucoup plus localisée, par exemple si on prend dans Metro Exodus des salles fermées, et ben, l'ensemble va être globalement plus sombre. Il y aura juste je sais pas moi la source autour de la lumière ou d'un feu qui vont illuminer la scène. Tout le reste sera sombre, vraiment noir. Il n'y a pas d'esbrouf, c'est vraiment géré tout en temps réel, donc c'est assez gourmand, voire très gourmand. Et c'est aussi pour ça que je suis curieux de voir ça sur les consoles, parce que clairement le matos qui est embarqué, ça sera beaucoup moins performant qu'un PC dernière génération avec les dernières RTX d'NVIDIA. Ouais. À voir si on peut l'activer ou le désactiver Enfin, il y aura peut-être un moment une possibilité de balancer entre le ray tracing et la 4K à 60 FPS. Je pense que c'est on descend à 30 ce qu'il pourra faire, par exemple, ce qui pourra faire typiquement la différence entre la Series X et la potentielle Series S. C'est peut-être que sur la console moins puissante, il y aura pas de ray tracing. Ouais. Après, ray tracing, encore une fois, ça ne veut tout dire à rien dire. Hein. Ça peut être fait de manière logicielle. Il y a eu des démos, je crois qu'il y a Crytek qui avait fait une démo où ils montraient leur propre solution logicielle de ray tracing. C'est pas forcément qu'il y a une puce qui est dédiée vraiment à ça, comme ce qu'il y a sur les dernières RTX, quoi. C'est encore une fois, je demande à voir vraiment si on parle vraiment de vrais RTX gérés en temps réel par une puce, par un élément physique sur la console. Concrètement, en tout cas sur PC, pour une machine qui arrive à faire du ray tracing en 4K, on va dire, si tu veux faire on va dire une machine qui arrive à faire du ray tracing en 1080, qui arrive à bien le faire à 60 FPS. Clairement, si tu veux la passer en 4K, tu te bousilles une frame sur deux, quoi. En fait, tu passes à 30 FPS sur la même bécane. C'est très très gourmand. C'est une technologie très gourmande, très énergivore, clairement. Ouais. C'est pour ça qu'ils parlent de l'appuyer normalement par une solution externe Internet, quoi. Il parle de déporter une partie de la puissance. Le retour du cloud. Voilà. Ça me rappelle des bons souvenirs. Arriver avec ça va être exploité dans Crackdown 4 d'ailleurs. Crackdown 3. C'est déjà terrifique sur Crackdown 3. Pour refermer le chapitre sur les conséquences des specs, tout ça c'est très bien, mais j'ai quand même très peur pour le stockage. Honnêtement,
C'est pas possible, quoi. C'est Je veux dire, un l'inconnu. stockage C'est identique à la chaîne précédente. la grande inconnue. Sachant que du coup, on se retrouve par exemple sur Xbox Series X limité à 2 Tera maxi, puisque actuellement la seule enfin, ils n'ont pas annoncé de capacité supérieure à 1 Tera pour le module externe. Donc, Mais tu peux les changer. tu peux les changer, bien sûr, mais oui. Je comprends pas que qu'ils aient pas complété le SSD par un HDD. Un HDD de 2 Tera, imagine pour les indés, tu vois, où t'as pas forcément des gros temps de chargement, ou pour les jeux que tu vas utiliser moins souvent. Si tu peux. Tu vois, si Tu peux avec un disque Externe. dur. Tu peux. Tu prends un externe, non, ça mais je veux dire en interne, quoi, qu'ils aient pas prévu ça out of box, quoi, parce que ouais, là, non, je pense que là, ils pouvaient pas Tera, pour des. il va être blindé hyper rapidement, quoi. Ouais, mais Après, là, je veux dire, c'est ce qu'on disait l'autre jour en discutant, c'est que finalement c'est quelque chose. Le ménage sur les consoles, c'est quelque chose qu'on fait depuis qu'on a des jeux dématérialisés en fait. On a toujours plus ou moins un stockage ric-rac par rapport à ce qu'on installe. Et typiquement, enfin, on retrouve toujours à désinstaller au bout de quelques temps des jeux que j'ai finis ou que ce soit sur PC ou sur console, moins ton volume est important et plus tu dois faire le ménage. Effectivement. Voilà. Ouais, et puis, plus on va justement vers le dématérialisé, plus les jeux sont lourds, hein. Rappelez-vous, moi je me rappelle très très bien d'avoir téléchargé mon Red Dead 2 sur PS4, sur PS4 Pro, mais 100 gigots là qui m'ont pris une éternité à télécharger. Jamais je l'enlèverai ce jeu en fait, parce que je le réinstallerai pas, c'est pas possible. Donc très concrètement, voilà, un jeu aujourd'hui comme Red Dead 2 sur PS4 Pro, il fait au moins 100 gigas. Donc, si on vous dit que vous avez 825 gigas de libre, bah, c'est tout fait, hein, vous avez 8 jeux. Ouais, c'est ça. Voilà. Et 8 jeux de génération. 50. Voilà. Déjà Et vous 50 ne vous amusez pas après à faire vos captures de gameplay et tout ça, hein, parce que là, Après, ça fait longtemps qu'on joue que à des jeux de cette taille-là. Il n'y a pas tous les jeux qui font cette taille-là, mais d'accord, heureusement. Mais pour autant, enfin voilà, franchement, si vous pouvez installer une dizaine de jeux sur la Xbox Series X et la PS5, ça sera le maximum avec le stockage de départ. Dizaine, là, t'es gentil, je pense. Hein. Tu peux pas. Enfin, à côté de ça, tu as le développement du cloud. Donc derrière, au bout d'un moment, est-ce que tu installeras tous tes jeux? Est-ce que tu vas pas jouer en partie en cloud? C'est pas fort. Et ça, de ce côté-là, Microsoft a peut-être un avantage là-dessus avec Azure. J'ai justement pensé à ça. C'est fort possible qu'ils mettent ça en. J'ai justement pensé à ça. Alors pour l'instant, ce sera pas la promesse de départ, hein, on est d'accord, parce qu'ils vont faire miroiter un truc en parallèle. Mais pour autant, la question que je voulais suggérer tout à l'heure avec le tout des maths, et c'est valable avec le cloud, en fait, c'est la connexion Internet. Ça veut dire que, encore une fois, enlever ces jeux en soi, c'est un petit peu chiant, mais c'est surtout de télécharger qui prend du temps. Et donc, et le cloud, bah, du coup, effectivement, il n'y a pas besoin de télécharger ces jeux, donc ça ne prend pas de place, c'est chouette. Par contre, il faut avoir une bonne connexion en stable pour pouvoir afficher de la 4K à 100 images par seconde. Hein. Parce que là, du coup, rappelez-vous un petit peu Stadia et Tutti Quanti, on n'y est pas encore hein, à la 4K 100 images par seconde pour toutes les connexions. Donc prudence. Par contre, effectivement, se pose la question du stockage du support, parce qu'on a dit qu'il y avait du Blu-ray 4K UHD sur les deux machines, mais est-ce qu'on aura des jeux sur ce format-là? Alors moi, je pense que oui. Mais c'est vrai que Julien dit, mais non, mais là, enfin moi, pour moi, ce sera que du démat. Moi, je dis ouais, finalement, qu'une clé d'install hein, dans ton CD. Oui. Et peut-être quelques assets, mais pas tout. Ça joue quand même l'accélérateur de téléchargement, mais là c'est pareil. Hein, si ton jeu il est hyper énorme, combien de temps tu vas mettre à l'installer sur ton. Bon, théoriquement sur le SSD, ça va être plus rapide quand même, quoi. Je te rappelle qu'on a eu la PS3 et à l'époque qu'on a dû installer des jeux comme Devil May Cry 4. Que ça prenait, je crois, il faisait 50 minutes d'install, un truc comme ça à l'époque. MGS4, c'était une horreur. Ouais. Donc, on est déjà passé par là. Vu qu'on te parle maintenant, vu qu'on te dit, ça serait quand même assez énorme. Alors, j'ai pas rebondi dessus exprès pour la caser maintenant. Ça serait énorme qu'on ait des jeux sans temps de chargement, où en gros le temps de chargement sera super court, mais par contre qu'il faudrait une plombe pour les installer. Ça serait quand même incroyable. Oui, 1 seconde pour lancer le jeu. Par contre, il faut 3 heures pour le télécharger. Ouais, bon, super, c'est cool. Merci beaucoup.
Il y aura des surprises sur cette gen comme sur les autres. Du coup, on peut refermer le chapitre des conséquences des specs. On va passer les specs sont-elles déterminantes, ça vous va? Ouais. Alors, les specs sont-elles déterminantes? En introduction, je vais rappeler un petit syndrome que je vais appeler celui du plus petit dénominateur commun. Et notamment, c'était à l'époque donc PS2, Xbox et GameCube, où la PS2 était la console la moins puissante techniquement. Enfin, sur le papier, peut-être la plus puissante, mais dans les faits, on sera tous d'accord pour dire que face à la Xbox, qui était quand même un monstre à l'époque, et la GameCube, qui se défendait très très bien, la PS2 était quand même celle qui était en retrait, clairement. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la plupart des jeux qu'on a vu sortir des éditeurs tiers, étaient des jeux PS2 finalement, même sur les consoles les plus puissantes qui étaient les Xbox et GameCube. Donc au final, est-ce que c'est déterminant d'être la console la plus puissante? Il y a même un exemple encore plus extrême qui prouve que non, c'était la Wii par rapport à, Oui. à la PS3 et la 360. Mais t'as la Game Gear par rapport au Game Boy. Enfin non, évidemment que non, c'est pas déterminant. La Jaguar. Voilà. Une console de jeu, même si elle ressemble de plus en plus à des PC, les consoles, enfin, ce sont des PC, hein, on va même le dire clairement. Avant tout, c'est pour jouer. Vous n'allez pas pouvoir faire de la bureautique avec, etc. Donc, ce qui détermine l'intérêt d'une console et si vous allez pouvoir vous projeter ou pas, ou si vous en serez satisfait, c'est évidemment son catalogue de jeux. Donc, qu'elle soit un peu plus puissante, un peu moins, franchement, pas d'intérêt. Après, il y a quand même, ça joue quand même, je pense, d'un point de vue. Je pense que ça a joué, par exemple, au moins d'un point de vue psychologique sur la PS4 versus la Xbox One. Oui, et surtout, ça jouait sur l'aspect, excuse-moi de te couper, sur l'aspect psychologique parce que elle a eu beaucoup de bonnes ondes, on va dire, la PS4. Alors évidemment, il y avait toutes les errances de communication de Microsoft sur la One avec le full des maths, connecté tout le temps, machin bidule, voilà. Donc là, c'était du pain béni, ils avaient quasiment rien à faire. Mais surtout qu'en fait, c'est que la PS4, concrètement, elle était un peu plus puissante que la Xbox One, en tout cas au global, et elle était moins chère. Elle était vendue 100 € moins cher. Là, c'est les 100 balles qu'on fait la différence. Oui, non, je veux dire, c'est un argument en fait de dire je suis plus puissant, je suis moins cher en fait. Exactement. Là, je veux dire, oui, mais c'est pas forcément, ça joue pas forcément concrètement. Mais je veux dire, ça, dans la tête des gens, je veux dire, il y avait une obsession. Je me rappelle, il y avait même des articles entiers sur des comparaisons entre les jeux multiplateformes qui étaient en 900p sur Xbox One et en vrai Full HD sur la PS4. Donc c'était quand même quelque chose qui faisait que la PS4 était plus médiatisée en fait, et qui a peut-être pu jouer dans sa communication, mais c'est pas forcément concrètement, effectivement, ça n'a pas vraiment de souvenez-vous, la PS3 c'était l'inverse, la PS3 galère un peu par rapport à la PS4 et finalement elles ont quand même fait quasiment jeu égal chacune, donc c'est pas forcément déterminant. Et là par contre je vais essayer de me contredire, alors je perds un peu en crédibilité mais c'est pas grave, ça sera déterminant si il y a vraiment une différence de prix entre les deux consoles. Parce que voilà, si la Xbox Series X, parce que on n'a pas parlé tout à l'heure des conséquences, mais les conséquences de ce matos-là, c'est que concrètement, il est probable que ces consoles soient un peu plus chères au lancement que leurs prédécesseuses, et que du coup, il y a un seuil psychologique. Moi, je sais que par exemple, là, au-delà de 500 € commence à faire la gueule, et donc voilà, si la Xbox est plus puissante mais elle est vendue 100 € plus cher, je suis pas certain qu'elle trouve son public. Je peux me tromper, mais voilà, donc ça sera peut-être déterminant en ce sens. Voilà. Je suis d'accord, et ce sera la vraie problématique de cette génération, puisque elle n'est pas partie pour avoir vraiment beaucoup d'exclus, elle est partie pour être beaucoup sur du cross-gen au niveau des jeux. Tu vois, ils mettront peut-être 2-3 exclus, mais pour le moment, il n'y a rien vraiment de concret. Et débarquer sur le marché. Honnêtement, quand tu te retrouves entre la One X sur les jeux, moi je me prends pas j'ai les deux, tu vois, j'ai fait les deux, je me prends pas une claque monstrueuse, même si t'es en vrai 4K, c'est pas, graphiquement je me prends pas une baffe. Et du coup, là, si les consoles sont très chères, je suis pas sûr que tu seras motivé à changer tout de suite de génération, alors que tu auras le même jeu, en moins bien certes, mais tu auras le même jeu sur ta PS4, quoi. Donc il va falloir vraiment turbiner pour réussir à montrer une différence à un prix costaud, quoi. Ouais, c'est justement pour ça. Si l'argument c'est les consoles des gens qui ont une télé 4K, encore aujourd'hui on se retrouve un peu dans le syndrome de l'introduction de l'HD sur le marché, quoi. C'est ça. Où finalement il y en a plein qui n'avaient pas de télé HD et qui s'en foutaient, mais qui avaient bien tort de s'en foutre d'ailleurs.
Mais au final, c'est ce qui a un peu posé problème à cette génération-là, enfin la génération PS3, Xbox 360 et compagnie, quoi. On se Je retrouve pense que un c'est peu dans le justement même pour cas de ça. figure. Je pense que c'est justement pour ça que les deux constructeurs insistent sur les temps de chargement. Parce Mhm. qu'effectivement, si les jeux, par exemple, un Gear 5 Xbox One X et un Gear 5 et Xbox Series X, je sais pas si vous avez vu les images comparatives. Ouais. Oui, bien sûr, c'est plus beau sur la Series X, mais franchement, pas non il est plus, beau, très beau Ouais. des deux côtés, quoi. C'est ça. Je suis parfaitement d'accord avec Julien. Pour la plupart des gens, ce sera pas forcément flagrant la différence visuelle. Par contre, effectivement, quand ils vont voir que le truc se lance en 10 secondes sur Series X et en 1 minute 30 ou plus sur One, là, effectivement, ça parlera un peu plus. Je vais pas dire Ah. que ça justifiera 600 Si, euros, je mais pense. ça parlera plus. Enfin, je Si, pense que sur le plan visuel, pour vraiment les jeux dédiés, on va dire, pas les trucs de la génération précédente, un peu adaptés à l'arrache avec 2-3 trucs en 4K en plus ou quoi, mais vraiment les jeux pour le coup, mais vraiment exclusifs à la plateforme, à mon avis, il y aura un gap énorme, quoi. Ça c'est sûr, et t'en auras au lancement. C'est obligé. Si. En fait, Il faut. je pense que le juge de paix, ce qui va être très très intéressant, ça va être le test Cyberpunk, Oui. qui pour moi va permettre, Carrément. tu vois, ce sera le jeu qui sera sur tout, dont on connaît, dont on sait qu'il peut aller très très loin graphiquement, que c'est un monde ouvert, tout ça. Et je pense que celui-là, il va quand même permettre de bien voir si le gap current gen, next gen Carrément. est une vraie claque, quoi. Donc, Et à faire quand un tu auras du Halo dédié spécifiquement pour la plateforme, là pareil, enfin, je pense que ça va faire très mal, quoi. bah, C'est vraiment des trucs que tu pourras absolument pas faire sur une Xbox One, quoi. et à voir. À voir justement, à voir parce que Microsoft, si je dis pas de bêtises, a promis que l'ancienne génération sera encore maintenue pendant 3 ans. Donc il y aurait des jeux cross-platform entre la Series X et la Xbox One. Donc il est probable que le Halo soit aussi sur l'ancienne génération. Alors certainement qu'il sera beaucoup plus beau sur la Series X, on n'en doute pas une seule seconde. Mais est-ce que ça sera suffisamment important? Enfin moi j'ai quand même l'impression, notamment chez Microsoft, qu'on a franchi un cap avec notamment avec la PS4 Pro et la Xbox One X. On est passé sur une PCisation de la console où en gros les nouvelles consoles sont un peu des montées en puissance plutôt que des vraies nouvelles consoles, des vraies nouvelles plateformes. On vous parle de rétrocompatibilité alors que la PS4 elle avait dit bah non, la rétrocompatibilité ça m'intéresse pas. On est vraiment rentré dans une ère où voilà, on peut se dire peut-être que tous les 3 ans, on aura une upgrade du matos et on sera sur PlayStation ou sur Xbox. C'est assez proche du mobile aussi en fait. C'est assez proche de ce qu'on a sur un iPhone d'une année à l'autre. Et c'est pour ça que Xbox parle de Series. Voilà, d'où le terme de Series, non, c'est pas con, mais maintenant, c'est pas parce qu'ils disent qu'ils assurent le maintien de la gêne précédente de 3 ans qu'ils vont tout mettre dessus, quoi. Ils peuvent très bien se réserver des petits cherry picking sur une plateforme. Par contre, ils mettront tout sur PC. Et dans le Game Pass, en plus. Ouais, mais oui, plus tard, peut-être aussi, ils peuvent jouer un peu sur le délai, quoi. Il y a plusieurs leviers. J'ai quand même l'impression qu'il y a une étape qui a été franchie. Je peux me tromper, bien volontiers, et qu'aujourd'hui, c'est sensible. Maintenant, c'est censé. Parce que tu dis, c'est clairement, déjà de base, par essence, c'est des PC, comme on l'a dit, sur un plan purement structurel. Donc, il est normal qu'il y ait des habitudes du PC qui débordent sur la console en termes de renouvellement de matos, quoi. Ça me paraît complètement. Et quelque part, moi je suis pas du tout fâché d'avoir une rétrocompatibilité, on n'en a pas parlé, mais une rétrocompatibilité un peu plus importante sur la nouvelle génération que sur l'ancienne, quoi. Parce que du coup, voilà, de pouvoir savoir que sur ta Xbox One Series X, tu pourras jouer à tes jeux Xbox One, à tes jeux 360 et à tes jeux Xbox en bonne partie. Je trouve ça assez cool, comme j'apprécie d'avoir mon PC, de pouvoir jouer à des jeux qui ont 10-20 ans, qui ne sont pas forcément tous fonctionnels sur Windows 10, mais globalement ça marche quand même pas mal. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est sur l'approche de Microsoft, c'est sur la rétrocompatibilité, c'est qu'on a vraiment là, autant la rétrocompatibilité sur entre la 360 et la One, c'était une espèce de mélange de portage, d'émulation. Enfin, il y avait quelque chose qui disait qu'il y avait un processus qui était nécessaire pour convertir les jeux, pour les proposer en téléchargement, etc. Là, par contre, sur Xbox
Series X, on aura une rétrocompatibilité a priori totale avec le catalogue existant de jeux sur Xbox One et qui sera pour la peine native. Là, vu que c'est la même, ça reste la même architecture, ça reste, il y a pas le côté émulation qui va ensuite moins rentrer en ligne de compte. Et en plus, il y aura des améliorations de performance. Alors pas des améliorations, les jeux seront par un jeu qui est en 30 fps, il va rester en 30 fps. Par contre, on va bénéficier de la puissance supplémentaire pour avoir par exemple des jeux qui pouvaient ramer sur une Xbox One, sur une Xbox One X ou S, tourneront de manière plus fluide et plus stable sur la Series X. Et c'était déjà le cas quand tu te faisais le Forza 1. Donc issu de la 360 sur la Xbox One, c'était sans comparaison, quoi. Alors en plus Forza 1 c'est encore autre chose parce qu'il y avait aussi eu un patch sur Xbox One X qui le mettait en 4K et qui Mais là, en tout cas, la plupart des jeux 360 bénéficiaient au moins de certaines améliorations sur Xbox One, notamment de la V5, je crois qui était standard. Il n'y a plus de tearing sur aucun jeu, je crois. Voilà. Mais en tout cas, oui, effectivement, c'est plutôt bien qu'on commence à repenser à de la rétrocompatibilité. Par contre, sur PS5, c'est pas la même chose. Voilà, donc ça, on verra quand on sera au chapitre au-delà des specs. Damien, tu voulais dire un truc? Oui, je voulais dire un truc, sauf que j'ai légèrement, c'est pas que j'ai oublié, c'est que j'ai l'impression que j'enregistre pas mon son, ce qui m'embête un petit peu. Ce que je veux dire sur la génération, c'est que on parle même de 8K 120 FPS sur les nouveaux jeux Xbox mais à quel point ça sera vraiment mis en valeur par les jeux, c'est-à-dire qu'il y a un moment où à trop vouloir charger la mule en termes de puissance, on va peut-être avoir des jeux qui vont être trop peu fluides, ou enfin trop fluides, qui vont être peut-être trop courts, trop cloisonnés. Enfin, pour arriver à 8K en 120 FPS, vu les machines en question, j'ai quand même des doutes. Ah tiens, tu me fais penser un truc. Je rebondis sur le chapitre les conséquences des specs. Souvenez-vous du ventilateur de la Xbox 360? C'est bien la puissance, mais ça peut être bruyant parfois. Je suis curieux de voir le nombre de décibels que vont cracher ces nouvelles machines. C'est une bonne question. Après, la cheminée de la Xbox One X, de la Xbox Series X, ça a l'air pensée dans ce sens-là. C'est ça. Et c'est marrant parce que je pense que quand je parle de ça, il y a mon chat qui arrive dans le champ et il y a un rapport en fait entre mon chat et la Xbox One et la Xbox Series X, que j'avais vu sur Twitter qu'on pensait que ça serait un très bon support pour chat, que les chats allaient beaucoup aimer se mettre sur l'arbre à chat Xbox Series X, c'est pas mal. Parce que sachant que mon chat fait très souvent ça avec ma Xbox One. Alors tu peux la poser dans l'autre sens, hein. Mais non, c'est un vrai. Ce que tu soulignes est très important. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Sony a clairement dit qu'ils allaient bloquer la puissance de la console. Ils la limitent pour éviter justement cette surchauffe et un ventilateur qui s'emballe. Moi, ma PS4 Pro, c'est l'horreur. Ma femme, elle attend en fait la PS5 pour ça. Elle est là pour le coup, elle est d'accord pour que j'ai une nouvelle console juste pour ça. Parce que, alors inverse, la Xbox One X, franchement, ils ont vraiment fait du bon boulot parce que voilà, elle fait pas de bruit. Je l'ai encore utilisé hier, elle fait pas de bruit, elle chauffe assez peu, elle chauffe plutôt un peu sur le dessus, mais c'est vraiment, et elle est pas grosse. Enfin, voilà, c'est là, il y a une différence d'un point de vue engineering au niveau de la finition et tout qui est assez. Mais déjà la première One était beaucoup plus silencieuse que la PS4. Oui, mais elle était moche. Oui, par contre, elle était moche, elle était grosse. C'était un magnétoscope, oui, d'accord. Oui. Mais c'était un magnétoscope silencieux. C'est vrai. Non, c'est vrai, mais non, mais là-dessus, t'as tout à fait raison, hein, Polo. C'est très curieux de voir ça. Parce que là, à 12 teraflops, enfin, ça va, tu vois, plus tes cartes graphiques, si tu envoies du ray tracing, même, tout ça, enfin, on sait qu'il y aura forcément en plus un ventilo dédié à la carte graphique. Normalement, pour le ray tracing, t'es vraiment obligé, quoi. Ça commence à faire de la turbine dans ta machine. C'est clair. Bon, bref,
specs sont-elles déterminantes? On l'a vu, non, en fait, clairement. Enfin, ça peut être une partie de l'équation, mais on va dire que c'est pas ce qui va être totalement déterminant. On passe au chapitre au-delà des specs, ce qui entoure les machines et qui ne sont pas des specs. Est-ce que je peux faire une petite question troll sur le design? Ouais. Ouais, lequel? On est d'accord que la Xbox Series X, c'est le Mac Pro en carré, en cubique? Ouais, mais C'est carrément. pas faux. Et bien, ce qui m'a surpris surtout, c'est qu'elle a exactement la même taille. En fait, c'est la Xbox One X, mais extrudée, en fait. C'est-à-dire Oui. ils l'ont transformé en parallélépipède, mais elle a exactement la même taille la même hauteur que la Xbox One X si on la met à la verticale. Je trouve ça assez amusant. C'est énorme, ça. Mais Mais on a l'impression franchement, qu'ils ont pris l'outil de Photoshop et qu'ils l'ont étiré, en fait. Et au-delà des specs aussi, et en rapport un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, on n'a pas parlé des manettes, parce que c'est vrai que pour jouer, c'est cool d'avoir une manette. Ah oui. Et encore une fois, là où la manière de Microsoft, enfin la manière de concevoir les consoles et ces générations Microsoft diffère un tout petit peu de Sony à mon sens, même si on n'a pas toutes les infos, c'est que là, la manette de la Xbox One Series X, en gros, ce serait une évolution de la One X, quoi, ou de l'Elite, mais en gros, ça va être vraiment dans la C'est pure pas un continuité. En Voilà. fait, c'est un peu entre les deux. Enfin, c'est Entre un peu les la deux, ouais. Elite de la Elite, mais je pense qu'elle aura pas les. Elite Light. C'est ça. Ouais, c'est la Elite Light. Et alors que Sony, on n'a pas toutes les infos, mais visiblement, on aurait du retour haptique, on aurait des trucs incroyables, voilà, peut-être un nouveau design. Je pense que Sony va marquer un peu plus, va essayer de marquer un peu plus ses esprits avec leur fameux temps de chargement ultra court, quasi imperceptible, et leur nouvelle manière de jouer avec une manette un peu différente. Ils vont relancer la manette boomerang de la PS3. Non. Ah non, Si c'est clair. la manette qu'ils ont abandonnée en cours de route avec la PS3, là, c'était énorme, quoi. mais Les on gars s'en se sont souvient. tellement fait Si vous pourrir en qu'ils ont souvenez pas, faites des recherches sur Internet. Voilà. Ah ouais. C'est très drôle. Elle est On se magique. demande toujours comment on aurait pu jouer avec ça, mais c'est marrant. Les gars ont carrément fait marche arrière, quoi. Donc, au-delà des specs, on peut peut-être parler de la forme de la conférence de Sony. D'abord, parce qu'on a Ouais. on a survolé le sujet, mais la rétrocompatibilité, parce que qui va t'amener d'ailleurs à la conf. Oui. Mais là, dans le genre plantage de Sony, on est high level, tu vois. Ils en ont parlé pendant une minute, c'est ça, je crois, à peu près. Ouais, et pour te dire en gros qu'on l'est bof, quoi. Déjà, d'entrée de jeu, on te dit, bon, ce que tout le monde attendait quand même, hein, PS1, PS2, PS3, bon, non. Donc là, c'est un peu soupe à la grimace quand même, parce que quand tu as un catalogue comme celui de Sony, que le rétro gaming est quand même en plein boom, bon, dire ça aux gens, c'est déjà soupe à la grimace que les rumeurs voulaient qu'elle soit full compatible. Et après, même en PS4, les mecs sont même pas capables de dire que tout va passer. Alors non, alors la formule exacte, c'est que la PS4 sera compatible avec presque tout le top 100 des jeux les plus joués sur PS4. La PS5. Non, tu veux dire la PS5 compatible Voilà, avec la le PS5 sera compatible avec presque tout le top 100 des jeux les plus joués sur PS4. On peut pas faire plus flou que ça. Non, mais en tout cas, ils annoncent pas du 100%, quoi. Non, ils annoncent pas du 100%. C'est pas comme s'ils étaient sur la même plateforme, quoi. C'est magnifique. C'est Ah, ça. non, Contrairement à Julien, même si effectivement j'adorerais avoir tous mes jeux Sony et qui plus est tous ceux que j'ai achetés en démat sur PS5, je suis moins fâché. Ça me paraît moins surprenant de pas voir les jeux PS1, PS2 et PS3. Imaginez un jeu PS1 en 4K, voilà, que la PS4. Par contre, la PS4, effectivement, moi j'aimais bien l'idée d'avoir une rétrocompatibilité complète de la génération précédente, parce que les jeux sont pas si différents et quand on achète une nouvelle console, on commence un peu à poil, hein, et donc du coup de se dire qu'on a une bonne partie des jeux qu'on a achetés sur l'autre console, donc ça, auquel on n'a pas joué parce qu'on a déjà. Auquel on n'a pas joué parce qu'on a ça et plein de jeux gratuits. Ah si, là, il y a le confinement. Voir l'émission sur Faut-il encore acheter ces vidéos? Eh bien, effectivement, c'est un plus. Pour moi, c'est vraiment un plus, hein, et je pensais que Sony l'avait compris suite à l'engouement de la rétrocompatibilité chez Microsoft. Et en fait, pas complètement. À date, alors, est-ce que c'est plus compliqué à gérer sur la PS4, enfin sur la PS5 que sur la Xbox? Je ne sais pas. Peut-être que Microsoft avait pris les devants et du coup sur la Series X ont déjà mis en place des process en interne. Ils avaient déjà une équipe qui était déjà super efficace parce que la rétrocompatibilité
sur Xbox Ah ouais. One, c'était quand même un sacré tour de force qui était quasi sans faute, avec toujours des améliorations Clairement. apportées même au jeu en cours de route. Il y avait des mises à jour qui amélioraient la compatibilité de certains jeux. Ouais. Et cette équipe-là a basculé sur la rétrocompatibilité sur la Xbox Series X. Donc ils ont vraiment déjà l'équipe en place, ils ont déjà les protocoles, ils sont déjà au taquet là-dessus. Donc effectivement, Sony a toujours refusé de s'y mettre sur PS3, sur PS4 par rapport à la PS3, et du coup ils n'ont pas cette expérience-là. Pour rappel, il y avait même les mecs bossaient déjà sur la rétrocompatibilité des jeux Xbox première du nom sur la 360. Exact. Pas tous, mais il y en avait pas mal quand même qui passaient en hein. Ouais, il y en avait beaucoup. Et on rappelle aussi que c'est d'autant plus décevant de la part de Sony que ces types ont été les précurseurs dans la rétrocompatibilité. Oui. Notamment un article qui a pas mal fait le tour du net sur la personne qui a développé l'émulateur PS1 sur la PS2. Très bel article. Très bel article. Très bel article d'ailleurs que je vous invite tous à lire, qui a été traduit en français, très bien traduit d'ailleurs. Vraiment un excellent article. Et donc à l'époque où Sony l'a fait, personne ne le faisait. Je veux dire, Nintendo, la Super NES n'était pas rétrocompatible avec la NES. Ouais, la Mega Drive, sur Mega Drive, tu pouvais mettre des cartouches Master System, mais il te fallait un adaptateur, quoi. Mais vraiment comme ça en natif, autant Nintendo le faisait sur quasiment toutes ses consoles portables, autant sur les consoles de salon, ça restait quand même anecdotique, quoi. Et puis, Sony a été il y avait aussi la rétrocompatibilité matérielle PS2 sur PS3, qui pour la peine était vraiment, sur le tout premier modèle qui était carrément de la rétrocompatibilité hardware là, pour la peine. Donc, effectivement, c'est un pas peu complète d'ailleurs. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait quand même des jeux, même si c'était hardware, qui ne passaient pas sur PS3. Je me rappelle avoir passé des journées à tout tester. Il n'y en avait pas beaucoup, mais quand même, ce qui était intéressant, c'est que même s'il y avait une compatibilité hardware, les choses n'étaient pas aussi simples. Ce qui pourrait donner un peu d'eau au moulin de Sony en disant même si on le voulait en mettant du hardware, on ne pourrait pas être compatible à 100%. Sur Xbox 360, il y avait des jeux qui étaient soi-disant compatibles, mais qui en pratique étaient quand même assez buggés des fois. Oui. Je me souviens notamment de Shenmue 2 sur 360, il y avait quand même pas mal de problèmes. Après, je pense aussi que Sony est là pour dire ouais, mais pour ça, on a un service, abonnez-vous, quoi. Exactement. C'est-à-dire qu'ils ont ça à vendre derrière, tu vois. Ouais, oui, sachant que si vous vous rappelez aussi sur PS4, tu disais, Julien, je crois, qu'il n'y avait pas de rétrocompatibilité sur PS4. En fait, il y a quand même des jeux PS2 que tu peux acheter sur voilà. que tu peux acheter. La rétrocompatibilité payante. Voilà, c'est ça. Ah ouais. C'est faisable en fait. C'est ça que j'ai trouvé un petit peu fort de fruits, c'est qu'on dit c'est vraiment pas possible. Mais en fait, un peu plus tard, si, en fait, et vous allez payer. Ah, ok. Voilà. Mais non, ça c'était formidable. C'est vraiment installé. Moi, j'ai des jeux que j'ai achetés, j'avoue, sur des jeux PS2 que j'ai achetés sur ma PS4 en démat, qui sont plutôt bien. Hein. Mais bon, alors qu'on me disait que c'était pas rétrocompatible, quoi. Oui, donc tu vois, c'est là où tu dis, parce que après Microsoft, finalement, quand on dit c'est rétrocompatible, pas tout à fait, c'est-à-dire que ton jeu ce n'est qu'une clé, ton jeu physique n'est qu'une clé, et en réalité, tu retélécharges une nouvelle version. Mais c'est vrai que c'est fantastique parce que ça marche et qu'effectivement tous les jeux ont été améliorés, et je vois le premier Red Dead, ils ont fait un boulot ouf, il y en a plein comme ça, quoi. Donc, non, moi j'avoue que je suis très déçu. Et même pour ceux qui n'ont pas été retravaillés, il y a quand même par exemple sur des jeux qui avaient du tearing sur Xbox 360, du coup il y avait une V5 automatique pour n'importe quel jeu. Typiquement par exemple le premier Assassin's Creed ou Assassin's Creed 2 aussi, il y avait du tearing, et quand on y joue sur One, il n'y en avait pas du tout. Et après il y avait effectivement encore d'autres jeux qui avaient été carrément patchés pour la Xbox One X, comme Forza, comme Gears of War 3 aussi, je crois. Enfin, il y a quelques-uns il y en a pas mal, hein. comme ça, qui du coup, et Red Dead d'ailleurs, qui en faisait partie, je crois, et qui du coup tournait en 4K presque native. Alors je sais plus ce que c'est. Il y avait une méthode qui a été utilisée pour quadrupler les pixels, qui était assez. Il y avait une démo d'ailleurs qui était. Enfin, il y avait un article là-dessus qui était assez intéressant sur les techniques qui étaient utilisées, mais en pratique, on avait un jeu en 4K, un jeu 360 en 4K sur Xbox One X. Donc, ce qui est intéressant, c'est que sur la rétrocompatibilité pour l'instant. Oui, et alors qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que au global, ils ont évidemment vendu beaucoup moins de consoles que Sony.
même s'ils n'ont pas démérité, ils ont quand même beaucoup moins vendu que Sony. Donc en fait, c'est Sony qui aurait tout intérêt à dire à ces plus de 100 millions de possesseurs de PS4, bah allez-y, revenez chez nous parce que bah vos jeux seront compatibles, quoi. Je veux dire, c'est quand même un énorme atout de mettre ça en avant, alors que Microsoft, bon bah la One on l'aime bien cette console, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup moins de One vendus que de PS4. Bah eux ils jouent plus, voilà, c'est cette carte-là, effectivement, qui est différenciante à date. Et qui met les gens dans un certain écosystème, j'ai presque envie de dire un écosystème Applesque, où en gros, bah voilà, vous restez chez nous, on vous bichonnera, on vous mettra de la rétrocompatibilité sur toutes les générations, et voilà, PCesque bien sûr, tout à fait, que eux-mêmes d'ailleurs ne font pas forcément avec leur Windows Game for Live, enfin Game for Windows Live et Windows 10, mais voilà, un moment sombre. Voilà. Sachant que c'est Stuff, parce qu'on échange beaucoup tous ensemble au quotidien, qui nous disait que la dernière mise à jour de la Xbox One la rend utilisable. Oui, enfin, donc, voilà. Au bout de ça aura pris toute la durée de vie de la console, mais c'est calme. Donc, s'ils ont la bonne idée de garder une ergonomie similaire et fonctionnelle, il y aura peut-être moins de gens qui seront effrayés au lancement de la nouvelle Xbox. Ouais, enfin, ils peuvent changer. Ils peuvent faire une interface digne de ce nom, franchement. Aussi. Ça en vaudra pas. Mais la première était bien de la Xbox One, qui était encore en Windows 8. Oui, ça marchait, on comprenait. Ça était pas mal. Mais après, c'était une catastrophe au fil pire en pire. Mais tu vois, Polo, enfin, cette annonce-là sur la compatibilité, c'est vraiment symptomatique de cette conf, mais je sais pas, suicidaire et chiante à mourir qu'a fait Sony. On est en plein confinement dans le monde entier. Les mecs savent que du coup, ils vont être suivis. Microsoft a balancé cartouche sur cartouche. Donc là, ils savent que même si c'est un truc pour les développeurs, ils savent que là, c'est tout le monde. Tout le monde n'attend que ça. Tout le monde va regarder. Tu peux pas faire cette conf je sais pas, de polytechnicien, quoi. C'est pas possible. Le problème, c'est je pense qu'ils se sont fait prendre de court par Microsoft, qui eux ont déjà eu cette idée de faire de la transparence et de dévoiler la console au fur et à mesure. Parce que c'est ce qu'ils font généralement, c'est ce qu'ils ont fait aussi côté Windows avec par exemple les Surface Duo et les Surface Neo qui ont été annoncés presque un an avant leur sortie. Là, Sony devait sortir quelque chose. Le problème, c'est que je pense que cette conf-là, en fait, c'était, je me semble qu'elle était dédiée, qu'elle était censée être dédiée pour la GDC, si je ne m'abuse. Et en fait, je pense que le problème, en fait, c'est qu'il y a une mauvaise communication, en fait. C'est-à-dire qu'elle a été relayée sur les réseaux sociaux, genre demain, on va vous parler de la de la PS5, et tout le monde pensait que ça allait être genre une espèce de Nintendo Direct version Sony. Et en fait, non, pas du tout. C'est vraiment de la conf hardcore pour développeurs. Et en soi, c'est pas inintéressant, mais c'est complètement incompréhensible pour le grand public qui a pu se connecter pour. C'est ça, en vue des circonstances, il fallait changer. Et non, moi, ça m'a réellement donné l'impression que, honnêtement, je ne suis pas sûr que Sony soit fixé. C'est-à-dire qu'autant ils sont fixés sur ce qu'ils veulent faire avec les développeurs, autant je pense qu'à l'heure actuelle, moi, Sony n'a pas de machine. C'est simple, on n'a pas le poids, on n'a pas le gabarit, on ne sait même pas la manette à quoi elle va ressembler, on n'a évidemment pas de prix, mais c'est le cas de partout, on n'a vraiment pas grand-chose, hein. On n'a même pas le logo, enfin si, on a tout juste le logo, voilà. Il a fallu attendre, il a fallu la police. C'est quand même très très léger et on se demande, alors encore une fois, bon, avec la crise du corona, on se dit que bon, les consoles n'arriveront peut-être pas cette année, peut-être plus l'année prochaine, mais au-delà de ça, on se dit, mais est-ce que Sony était prêt pour sortir une console fin de l'année? C'est ça, ouais, moi c'est pas sûr, c'est ça que d'un seul coup que j'ai eu comme impression, c'est pas le Corona qui va repousser là. Non, et Sony avait prévu de ne pas aller à l'E3, hein, rappelez-vous, hein, cette année. Donc on s'est dit, bon, peut-être parce qu'ils veulent faire leur propre événement, ce qui n'est pas impossible, hein, mais là pour l'instant ils n'ont pas lâché grand-chose. Hein. Je pense qu'il y a une partie de leur communication qu'ils veulent maîtriser et annoncer les choses au moment propice, mais je pense qu'il y a une partie qui est simplement qu'ils n'ont pas encore statué sur Julien, ces éléments. Ça ne sont pas aussi avancés que Microsoft apparemment dans le process de développement, quoi. Enfin, ça laisse penser.
Ça m'a fait vraiment. J'ai bien ressenti là, tu vois, ça fait 6 mois, 1 an qu'on sent que clairement il y a une guerre chez Sony, qu'il y a des gros problèmes, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent. Il y a une guerre américano-japonaise, hein, faut pas se mentir, on le sent bien. Les Américains veulent récupérer le pouvoir sur cette console, les Japonais freinent un peu, et j'ai l'impression honnêtement qu'ils ne savent pas du coup vraiment vers où ils veulent aller. Ce qui est flippant, c'est que les derniers qui ont eu affaire face à cette situation-là, c'était Sega. Hein. Mais, oui, Et ça s'est mal terminé. ça s'est mal terminé que la Dreamcast 2, ça s'appelle communément chez nous la Xbox 1. Donc si Sony fait pas gaffe, au bout d'un moment, tu vois, il leur arrivera la même chose, quoi. Ah, ils sont pas à l'abri de différents problèmes hein, dans leur process, hein, c'est clair. On l'a vu avec la PS3, on l'a vu avec la PS2. Mm. Enfin, ça a été, voilà, le lancement de la PS3, c'était une catastrophe. La PS2, bon, quand elle est sortie face à la Dreamcast, c'était quand même pas ce que tout le monde espérait, quoi. Donc non, on n'est pas à l'abri de problèmes, hein, clairement. Mm. Mm. Après, est-ce que c'est grave? Moi, j'ai envie de dire que si Sony sort un petit peu plus tard que la console de Microsoft, comme ça a été le cas avec la PS3 par rapport à la 360, et avec la PS4 par rapport à la. Tout à fait. Non. Non, C'est la un One petit arrive peu, en carrière quasiment en même temps. Hein, voilà, il n'y avait pas de grosse latence. Mais si elle arrive un petit peu plus tard, mais que le produit est fini, qu'il est cohérent, qu'il y a les jeux qu'il faut avec pour lancer la console, enfin, il n'y a pas de problème, quoi. Je veux dire. Ils partent quand même favoris. Voilà, et encore une fois, ils ont déjà tout un tas de PS4 et ils ont des gros jeux. Et qui évidemment seront cross-gen, hein, qui sont sur PS4 normalement et sur PS5. Hein, donc on va parler de Last of Us Part 2, de Ghost of Tsushima, etc. Ils ont déjà aussi qui ont été repoussés d'ailleurs, des grosses sorties qui peuvent faire vendre de la PS4 un petit moment, quoi. Oui, mais je te rejoins, mais en ces cas-là, communique dessus. C'est-à-dire que Sony a su le faire. Sony a su dire la PS2 arrive, n'achetez rien, la PS2 arrive. Sony, bon, a pas trop eu à le faire avec la PS3, parce que la 360, finalement, on l'attendait pas, et elle est arrivée 1 an avant. Elle était géniale, mais comme on l'attendait pas, finalement, voilà, on n'avait pas les yeux rivés dessus. Mais tu vois, je pense que si Sony disait finalement nous on sortira qu'1 an plus tard, oui, je suis d'accord, le préjudice serait peut-être pas si important que ça. Mais à vouloir peut-être aller trop vite, c'est là où ça peut. Justement, je pense que tu parlais de tension. Alors, je suis pas dans les petits papiers, hein, donc je sais pas ce qui se passe, mais effectivement, je pense qu'il y a une partie de gens qui veulent vraiment soit coiffer au poteau Xbox, soit arriver vraiment en même temps, et une partie des gens qui disent mais on n'est pas prêt. On veut un truc fini, une console qui soit fiable, voilà, un line-up qui soit costaud. Et on sait très bien qu'aujourd'hui les jeux prennent de plus en plus de temps à être faits. Donc moi, encore une fois, pour faire un petit parallèle avec Nintendo, donc là je vous renvoie à notre dernier podcast dédié à Nintendo et aux 3 ans de la Switch. Un line-up, il est capital pour le lancement d'une console, même si elle n'a pas forcément besoin que de très bons jeux pour être lancée. La PS4 en sait quelque chose, mais quand on a une guerre comme ça en frontale où on a une console qui est vraiment similaire, voire qui est plus puissante déjà, c'est ce qui sera le cas vraisemblablement. Il faut avoir du lourd, quoi. Il faut des jeux vraiment captivants et qui soient exclusifs, même s'il n'y en aura pas beaucoup et on le sait déjà. Donc ouais, attendons de voir comment ça va amener. Peut-être que cette crise coronavirus va donner un peu de temps à Sony pour être un peu plus stable, et puis peut-être que tout était prémédité et qu'un jour ils vont tout nous sortir en grande pompe et qu'on sera les yeux en étoile. Voilà. Ouais. Marc Cerny, en matière de confiante, il y a eu des précédents hein, quand même. Hein. Souvenez-vous. C'est un développeur. Hein. Marc Cerny, c'est celui qui fait Knack. Il a fait Marble Madness pour les plus anciens d'entre nous. Donc c'est un développeur, quoi. C'est pas un mec qui fait le show, etc. Bah oui, enfin, aujourd'hui tu dois justement avoir toutes les casquettes, quoi. Tu regardes chez Apple, tous les gens qui sont aux différents niveaux du process, mais vraiment au niveau technique de la marque, ils se pointent en conf et puis ils font le show, quoi, et basta. Ça fait partie de ses attributions, quoi, clairement. Là, mais après, il n'a pas toujours été mauvais. Je pense que c'est aussi le contexte de cette espèce de vraie fausse conf avec des silhouettes au premier plan qui faisait que ah oui, ça c'était assez difficile à maîtriser, je pense, et à rendre ça vivant. Donc, je pense que si Sony avait fait une conf à la GDC avec du public, avec des développeurs enthousiastes,
en face, et je pense que ça aurait déjà eu plus de gueule. Mais après, Microsoft sont aussi très bons là-dessus, en fait, sur le côté sur le côté communication transparente, et ça, c'est quelque chose c'est quelque chose qui est de plus en plus nécessaire de maîtriser, parce que on voit bien avec le contexte actuel, forcément la communication en ligne, c'est super important du coup. Et Nintendo, on sait quelque chose avec les Nintendo Direct qui sont toujours voilà, des réussites. Je suis complètement halluciné de la qualité de cette stratégie-là, et comment ils arrivent toujours à faire quelque chose de passionnant et qu'on a envie de suivre du début à la fin. Et voilà. Apple le fait aussi. Là, c'est assez marrant, un petit aparté, c'est que du coup, il y a eu des annonces d'un nouvel iPad Pro, et qui aurait sans doute été annoncé avec un événement presse s'il n'y avait pas eu le coronavirus. Et en guise de démo technique, on a eu des vidéos de présentation de certaines fonctionnalités par Craig Federighi, qui est d'habitude sur scène et qui faisait pour la peine de la démo de la démo vidéo, et c'était une très bonne manière aussi de présenter les produits. Donc ça, c'est quelque chose que Sony, je pense, maîtrise pas bien, et qui est important, et qui serait important qu'ils maîtrisent mieux, parce que on va être dans une ère où il y aura voilà, enfin, je pense que les salons même sans le coronavirus, je pense que l'ère des salons, des grosses confs, est touchée à sa fin, et que voilà, donc il faut savoir préparer là-dessus. Et là, je pense pas qu'ils étaient prêts à communiquer sur ce canal-là. Après, même sur tard, tu disais sur les teraflops, je rebondis vite fait là-dessus, parce que c'est vrai que Sony a pas mal, notamment avec la PS4 Pro, on dit voilà, c'est nous qui avons la console la plus puissante, etc. Mais là, avec une puissance de 10,28 teraflops pour la PS5, comme tu l'as dit tout à l'heure, au Google Stadia, c'est 10,7 teraflops, donc c'est plus. Sachant que là, on sera pas embêté par l'espace de stockage, et a priori pas trop par les temps de chargement aussi, hein, parce que ce sera du cloud gaming. Est-ce qu'il y aurait pas aussi quelque part là une sorte de je sais pas comment dire, un questionnement sur l'avenir de ces consoles physiques, et comme disait tout à l'heure un petit peu Julien, est-ce que Sony n'est pas encore en train de réfléchir un petit peu plus à la piste donc du cloud gaming, et qu'en gros la PS5 serait plus une sorte de palliatif, ou un truc entre les habitudes de console physique, et le PlayStation Now et toute l'ère du cloud gaming qu'ils aimeraient bien mettre en place. Bon, c'est quand même, quand on compare comme ça les chiffres, encore une fois, c'est que de la puissance de calcul, ça veut pas dire grand-chose, mais là, c'est quand même quelque chose de. Enfin, on n'a jamais eu ce cas-là jusqu'à présent, quoi. On se disait, bah tiens, avec ton juste avec l'internet, avec ton ordi portable, avec ton téléphone, tu peux avoir accès à une puissance de calcul supérieure à ce que la console qui est même pas encore sortie va te proposer, quoi. Ouais, il y a quand même quelque chose, il y a un questionnement, il y a quelque chose. On verra ça, ouais, tout à fait. Alors, on a fait le tour de ce qui entourait les specs, plus ou moins. On va passer, si ça vous va, à la conclusion. On y va ? Yes. Conclusion. Bon, c'est parti. Donc, conclusion. Donc, la gêne précédente explosée. On s'était noté ça. Ça, c'est déjà un premier fait, quoi. Après, comme on l'a vu, et vu et revu, les specs, c'est gentil, mais ça fait pas tout. Donc il y aura tout ce qui entoure les specs, et tout ce qui entoure le hard à propos, notamment le soft, quoi, les jeux, les licences, le fait que qu'il y ait un catalogue intéressant à la sortie, quoi, et vraiment quelque chose de différenciant pour qu'on ait envie de sauter de génération, puisque a priori ça va quand même pas être donné. En termes de prix, on en a parlé aussi, hein, ça va pas être le même prix. Il y aura certainement, comme à chaque fois. Comme dans toute conférence, j'ai envie de dire, il y a les choses qu'on te dit et les choses qu'on te dit pas, quoi, en fait, hein, et qu'on te dit pas volontairement. Donc, ce qu'on appelle le mensonge par omission, et notamment, ça peut concerner les problématiques de stockage qui sont peut-être limites, ça peut concerner la problématique du bruit, en fait, quel bruit va faire la machine, parce que la puissance c'est bien joli, mais tout ça, ça doit être refroidi, hein, d'une manière ou d'une autre. Ça n'existe pas en refroidissement passif, malheureusement, autant de puissance, sinon ça se saurait, notamment sur PC. Pour l'instant, en termes de guerre de communication, on va dire, c'est un peu avantage Microsoft, hein, et c'est aussi eux, c'est lié, hein, bien sûr, qui ont lâché le plus d'infos jusqu'à maintenant.
comme tu l'as dit, Julien, Sony semble un petit peu être à la bourre, hein, ou alors a pas forcément envie de communiquer, ou alors a établi un plan de com qui délivre pas beaucoup d'informations pour l'heure, quoi. Il s'en réserve peut-être pour des mois à venir. Qu'est-ce que vous voyez à rajouter là-dessus, en fait? Je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que maintenant Microsoft, ils ont un petit peu inversé leur rôle et Sony a maintenant le rôle un petit peu du leader un peu arrogant. Et alors que Microsoft a su, grâce, enfin, c'est pas que son seul talent, parce que Phil Spencer a beaucoup d'autres qualités, mais il a notamment cette qualité-là, d'avoir redonné une belle image de Microsoft et de Xbox auprès des joueurs. Et je pense que c'est là-dessus aussi beaucoup qui gagnent en communication actuellement. Et Phil Spencer. Et voilà, donc ils ont l'avantage pour l'instant. Est-ce qu'ils vont le garder? Ça, on verra avec les jeux, on verra avec le prix aussi, parce qu'il serait bien, voilà, Sony peut très bien refaire le coup de la PS1 à l'époque ou de la PS4, c'est-à-dire de sortir la bonne machine au bon prix. Donc voilà, on verra ça plus tard. Je pense qu'il y aura d'autres choses qui vont être révélées au moment où devait avoir lieu le 3. Je pense qu'on n'a pas encore fini d'en parler. Je me demande vraiment si le design va être celui qu'on voit au niveau des kits de développement pour la PS5. Parce que, alors, je sais pas si c'est un fake, mais en tout cas, a circulé une photo d'écran du site de Sony où l'icône représentant la PS5 avait fortement la tête du prototype, quoi. Donc, c'est possible que. C'est vrai que c'est pas très très beau, mais. J'y crois pas trop. À voir. Bon, on se quitte là-dessus? Très bien. Voilà, alors comme d'hab, le rappel de fin que j'ai prononcé au début. Pour les commentaires, n'oubliez pas et n'hésitez pas, donc pour commenter l'émission ou proposer des sujets d'émission, pourquoi pas, vous allez donc sur Apple Podcast, en dessous de cette vidéo, donc dans les commentaires liés enfin pas cette vidéo, mais ce podcast, pardon, en dessous des commentaires liés au podcast, vous pouvez proposer idées de sujets ou tout simplement commenter l'émission, ou en faire de même sur la chaîne Retropolo, sur la playlist Gamer and Geek. Salut les gars, on se retrouve donc la semaine prochaine. Bye bye. Salut.